Il existe des lieux qui refusent d'oublier. Des maisons qui gardent en elles le souffle des disparus, les non-dits, les crimes enfouis, les vérités trop anciennes pour être racontées à voix haute. Au bout d'un chemin envahi par les broussailles, caché derrière un verger oublié, se dresse une demeure silencieuse. On l'appelle la maison d'Orcharesend. Et ce soir, je vais vous raconter son histoire. Une enquête lente, sinueuse, menée par un homme que tout semblait opposer à ce mystère, mais que le destin a choisi pour faire face à ce que d'autres ont fui. Préparez-vous à entrer dans un lieu où le passé n'est jamais vraiment mort, et où chaque porte ouverte révèle un secret qu'il aurait peut-être mieux valu laisser enterrer. Il descendit du train dans un souffle de brume, ses bottes frappant le bois humide du quai comme s'il revenait d'un autre siècle. Chevanlet. Même le nom semblait appartenir à un monde endormi. Le vent d'octobre tourbillonnait entre les arbres rougis, et au loin, une cloche sonnait lentement l'heure du thé. Bellecour, grand homme aux traits fermés, à la moustache impeccablement taillée, observa les alentours. Rien n'avait changé, et c'était précisément ce qui l'inquiétait. La campagne anglaise avait cette manière silencieuse d'ensevelir les secrets. Mais les secrets, lui, il les déterrait. Il marcha lentement, sa valise à la main, le chapeau enfoncé sur son crâne. Le village paraissait figé. Quelques enfants jouaient sur le trottoir avec des cerceaux en bois. Une vieille femme balayait son perron en silence. Ils levèrent à peine les yeux sur son passage. Mais lui savait. Il savait qu'il était revenu. Il le sentait dans l'air figé, dans les rideaux qui tremblaient à peine derrière les vitres closes. Un taxi l'attendait. Il donna une adresse que l'homme ne connaissait pas. Alors Bellecour ajouta. « Conduisez-moi au verger. Vous verrez la maison. Elle est au bout. » Le chauffeur ne posa pas de questions. C'était la première fois qu'il voyait cet homme, mais quelque chose dans sa voix ne tolérait ni doute ni curiosité. Ils roulèrent en silence. Le chemin serpentait entre les haies. L'automne avait tout jauni, puis rougi, puis presque noirci. Une lande silencieuse bordait la route, et les pommiers se dressaient en lignes désordonnées, comme des spectres immobiles. Puis elle apparut. La maison du bout du verger. Petite, trapue, croulante sur ses fondations. Mais debout. Toujours debout. Comme un animal blessé qui aurait refusé de mourir. Les tuiles s'étaient fendues, la mousse avait gagné le toit, les volets pendaient comme des bras brisés. Pourtant, une lumière était allumée à l'intérieur. Bellecour la vit clignoter lentement, vaciller derrière un rideau taché. Il descendit sans un mot et s'engagea sur le sentier. L'air sentait la pomme fermentée, la terre et la pluie. Chaque pas sur les feuilles mortes était un rappel du passé. Il n'était pas venu ici depuis 17 ans. Pas depuis la disparition de l'enfant Greyweather. Une affaire classée, faute de preuves. Une famille murée dans le silence. Une nuit où tout avait basculé, et rien n'avait été dit. Mais une lettre, reçue 3 jours plus tôt, l'avait rappelé. La vérité dort toujours à la maison du bout du verger. Venez seul. M. Il frappa. Rien. Puis, une ombre glissa derrière le rideau, et la porte s'ouvrit sur une femme. Elle devait avoir 60 ans. Mais son port de tête trahissait une discipline ancienne. Elle portait une robe grise, sans ornement. Ses cheveux blancs étaient tirés vers l'arrière. Ses yeux, d'un bleu presque transparent, ne scièrent pas. « Vous êtes Bellecour. » Ce n'était pas une question. Il hocha la tête. Elle s'écarta. « Entrez. » La pièce sentait le bois humide et la cire. Une horloge battait lentement le temps. Des portraits anciens étaient suspendus au mur, leur regard flou vous suivant comme dans un mauvais rêve. Elle le conduisit dans un salon où un feu hésitant crépitait. « Je suis Madeleine Greyweather. Je suis celle qu'on a oubliée. » Elle s'assit. Ses mains tremblaient à peine. Elle parlait lentement, comme si chaque mot avait été longuement choisi, pesé, poli. « Mon frère n'a pas disparu. Il a été enterré. » Bellecour l'observa sans un mot. « Mon père a dit qu'il était parti. Ma mère n'a rien dit. Et moi, j'ai parlé. Une fois. Et on m'a enfermé. » Il nota cela dans un coin de sa mémoire. L'affaire, autrefois, avait été trouble. Un enfant disparu, une famille fermée, une maison où l'on n'ouvrait jamais les rideaux. Le père, ancien colonel de l'armée, décoré. La mère, fragile, souvent malade. Une gouvernante qui n'avait pas tenu une semaine. Et Madeleine, étrange, muette, souvent absente des conversations. Une maison où le silence avait la densité du plomb. Vous avez dit enterré. Où ? Elle leva les yeux vers la fenêtre. Sous le pommier le plus ancien. Au fond du verger. Chaque année, à la même date, quelqu'un vient déposer une fleur. Une rose blanche. C'est lui. Mon père. Et quelqu'un d'autre. Je le vois de la fenêtre. Il vient toujours la nuit. Bellecour ne répondit pas. Il savait ce qu'il devait faire. Il revint à l'aube. Le sol était trempé. Il marcha jusqu'au fond du verger.
Là, le pommier le plus vieux tordait ses branches comme un cri figé. Sous ses racines, la terre était meuble. Il creusa. Lentement. Méthodiquement. La pelle heurta bientôt quelque chose. Une boîte. À moitié décomposée, en bois noirci. À l'intérieur, un soulier d'enfant, une mèche de cheveux, un médaillon brisé. Et une lettre. Enroulée sur elle-même. L'encre avait coulé, mais certaines phrases demeuraient lisibles. Je l'ai frappé. Il criait. Il avait volé. J'ai voulu lui faire peur. Mais il est tombé. Il n'a plus bougé. J'ai creusé. J'ai pleuré. Je ne savais plus. Que Dieu me pardonne. Il referma la boîte et regarda autour de lui. Le vent faisait danser les branches. Rien d'autre ne bougeait. La vérité avait dormi longtemps ici. Il revint à la maison. Madeleine l'attendait près de la cheminée. Elle ne pleura pas. Elle ferma les yeux. Je le savais. Depuis toujours. Mais ils ont voulu me faire taire. Il hocha la tête. Il n'y avait rien à ajouter. Mais ce n'était pas fini. La nuit suivante, il décida de rester. À minuit, il vit une silhouette entrer dans le verger. Une forme voûtée, lente, drapée dans un long manteau. Elle portait une rose blanche. Elle s'agenouilla devant l'arbre, creusa un peu la terre, y glissa la fleur, puis resta là, immobile, les mains jointes. Il s'approcha. Lentement. Sans bruit. Mais la silhouette se retourna. Une femme. Très vieille. Très pâle. Elle le regarda sans peur. « Vous êtes venu trop tard. » Il s'arrêta. « Qui êtes-vous » Elle sourit. « Je suis celle qui a su. Depuis le premier jour. Je suis la gouvernante. C'est moi qui ai tout vu. Mais je n'ai rien dit. Par loyauté. Par peur. Par lâcheté. » Elle s'effaça dans le brouillard. Il ne la retrouva jamais. Mais la rose, elle, était bien là. Et la maison, depuis ce jour, commença à s'effondrer. Lentement. Inexorablement. Comme si elle avait, enfin, relâché son dernier secret. Le lendemain matin, le superintendant Bellecour quitta la maison sans un mot. Il portait toujours ce regard fixe et lointain, celui des hommes qui voient derrière les murs, au-delà des apparences. Mais dans son cœur, quelque chose venait de se fendre. L'aveu trouvé sous le pommier, la présence fantomatique de la gouvernante, la rose plantée chaque année, tout cela n'était pas une simple énigme. C'était une mémoire vivante, un passé obstiné refusant d'être enterré. Il retourna à l'auberge du village où il avait loué une chambre sous un faux nom. Il s'assit devant une tasse de thé noir, laissant la pluie tambouriner doucement sur les vitres. Les conversations autour de lui étaient anodines, faites de bribes de vie rurale. Mais lui écoutaient les silences. Les blancs. Les regards esquivés dès qu'il entrait. Madeleine Greyweather, quant à elle, demeurait dans la maison, seule. Elle ne l'avait pas supplié de rester. Elle n'en avait pas eu besoin. Un lien étrange s'était formé entre eux, celui d'une vérité partagée. Elle savait qu'il ne repartirait pas avant d'avoir mis au jour tous les non-dits. Car quelque chose ne collait pas. Le père, Edwin Greyweather, était mort depuis 12 ans. Et pourtant, la rose blanche avait été déposée il y a une semaine. Quelqu'un d'autre perpétuait le rituel. Il lui fallait reprendre l'affaire depuis le début. Il se rendit à la mairie de Chevanlay. Le secrétaire, un jeune homme nerveux, hésita à lui ouvrir les archives, mais l'évocation discrète de ses titres à Scotland Yard fit céder les réticences. Il s'installa dans une salle glaciale, éclairée d'une ampoule faiblarde, et commença à fouiller. L'affaire Greyweather. Disparition de l'enfant Oliver Greyweather, 11 ans. Dernière apparition, nuit du 14 au 15 octobre 1909. Aucun témoin. Aucune trace. Le père déclara que l'enfant s'était enfui après une dispute. La mère ne parla jamais. La sœur, Madeleine, fut envoyée en institut peu après. À l'époque, Bellecour était encore un jeune enquêteur, sans appui. Il se souvenait des regards gênés, des réponses évasives, de l'impossibilité d'accéder au domaine Greyweather sans autorisation formelle. Et surtout, il se souvenait de la sensation, viscérale, que toute la vérité était enfermée dans cette maison. Mais maintenant, il savait que Madeleine n'était pas folle. Qu'elle n'avait jamais été muette par nature, mais réduite au silence. Le secret reposait là, dans l'ombre des pommiers. Il tomba sur un vieux registre de police. Une annotation au crayon, presque effacée. Une gouvernante renvoyée au bout de 2 jours. Non, Mrs. Celia Windham. A quitté le village le 18 octobre 1909. Adresse inconnue. Il se figea. Windham. Le nom n'était pas inconnu. C'était celui que portait la femme qu'il avait vue la nuit dernière. Cette femme aux yeux de cendre, qui avait déposé la rose. Elle était donc toujours en vie. Vivante, mais effacée. Cachée, probablement dans une bicoque des environs. Il fallait la retrouver. Il interrogea les anciens du village, usant de ses talents d'observation.
À force d'indices récoltés, il finit par obtenir un nom. Célia vit seule, près de l'ancien moulin. On dit qu'elle parle au corbeau. Le moulin se trouvait à une demi-lieue du bourg, sur un petit sentier envahi par les orties. Une masure, couverte de lierre, s'y dressait. La porte était entr'ouverte. Il frappa doucement. Entrez, fit une voix rauque de l'intérieur. Elle était là, assise dans un fauteuil à bascule, un châle sur les épaules, un chat noir dormant à ses pieds. « Je vous attendais, dit-elle. » Il ne posa pas de questions. Elle reprit. « Je l'ai vu. Ce qu'Edwin lui a fait. Je suis arrivé trop tard. Il était déjà enterré. Mais j'ai vu le sang. J'ai vu les ongles cassés. L'enfant avait tenté de gratter la terre. Il respirait encore, peut-être. Je n'ai jamais dormi depuis. » Bellecour resta figé. Il sentit le feu sous ses côtes. Un homme pouvait cacher un meurtre. Mais tuer son propre fils, l'enterrer vivant. Pourquoi n'avoir rien dit? Demanda-t-il, presque à voix basse. Parce que j'ai eu peur. Il m'a menacé. Il m'a donné de l'argent. Et moi, j'ai fui. Elle désigna une boîte en fer posée sur une commode. Là-dedans, il y a la lettre qu'il m'a laissée. Il m'écrivait encore, les premières années. Jusqu'à sa mort. Bellecour ouvrit la boîte. À l'intérieur, une dizaine de lettres, d'une écriture nette et droite. Il lut la première. Une date, 1921. Je rêve de lui chaque nuit. Ses petits doigts. Ses pleurs. Je ne dors plus. Je viens au pommier chaque année. Je demande pardon. Mais je sais que je n'en suis pas digne. Il lut la dernière. Elle datait de 1934. Je suis malade. Je sens la fin venir. J'écris ces lignes pour toi, Célia. Tu es la seule à savoir. Tu es celle qui peut encore, un jour, dire la vérité. Je ne peux pas l'emporter dans ma tombe. Bellecour referma la boîte. Il remercia la vieille femme, doucement. Elle ne le regardait plus. Ses yeux étaient fixés sur un point invisible, au-delà de la fenêtre. Il retourna à la maison du verger. Madeleine l'attendait. Il posa la boîte sur la table. Elle ne dit rien. Elle ouvrit lentement, lut les lettres une à une, puis ferma les paupières. « Je ne l'ai jamais vraiment pleuré, dit-elle. Parce que je savais qu'il n'était pas loin. Je sentais sa présence dans les arbres. Maintenant, je vais pouvoir. » Il comprit alors que l'enquête n'était pas terminée. Il lui restait une chose à faire. Offrir à Oliver une sépulture digne. Retirer son petit corps de la terre souillée, lui donner un cercueil, une tombe, une pierre, un nom. Et c'est ce qu'il fit. Le lendemain, avec l'aide des hommes du village, il exhuma les restes du garçon. Fragile, presque effacé par le temps, mais encore là. Le médaillon était toujours autour de son cou. Une mèche de cheveux, un bout de tissu, et l'os d'un bras recroquevillé. Il fut enterré dans le cimetière du village, sous une pierre simple. Oliver Greyweather, 1898 à 1909. Que la paix te trouve enfin. Toute la communauté était présente. Même ceux qui, autrefois, avaient préféré se taire. Madeleine se tenait droite. Sa robe noire balayait la terre. Bellecour, à ses côtés, garda le silence. Par respect. Par humilité. Il savait que certaines enquêtes ne se résolvent pas seulement avec des preuves, mais avec de la patience. De l'écoute. Et du temps. Après l'enterrement, il s'éloigna, seul, marchant lentement entre les arbres. Mais au moment où il quittait le verger, une sensation étrange le fit se retourner. La maison. Elle semblait différente. Comme si elle avait bougé. Comme si, allégée de son secret, elle respirait à nouveau. Il aurait pu quitter Chevanlet ce matin-là. Monter dans le train, refermer la valise, classer cette affaire dans l'un de ses tiroirs manteaux qu'il avait appris à sceller. Mais quelque chose le retenait. Ce n'était pas la maison, bien que son atmosphère étrange l'enveloppât comme une présence vivante. Ce n'était pas Madeleine, bien que son silence lourd et apaisé ait éveillé en lui une sorte de respect ancien. Non. Ce qui le retenait, c'était une impression persistante. Une faille dans le récit. Car la vérité, celle qu'il avait mise au jour, semblait trop propre. Trop bien disposée. Comme une scène préparée pour soulager les consciences. Une histoire avec début, milieu et fin. Trop parfaite. Et Bellecour savait que la perfection est l'ennemi du vrai. Il retourna dans le verger, seul. Les arbres étaient figés sous la pluie fine, comme des statues malades. Il observa à nouveau le vieux pommier. Le trou refermé, la terre tassée, la pierre posée non loin dans la terre. Puis il se détourna et s'avança vers un coin du verger qu'il n'avait pas encore exploré. Là, il découvrit une rangée d'arbres plus jeunes, plantés de manière géométrique. Quelque chose dans leur position le dérangeait. Il compta les arbres. 13. 13 pommiers, alignés avec une précision militaire. Une précision familière. Il nota mentalement leur agencement.
Puis il retourna à la maison. Dans le bureau du colonel Greyweather, que Madeleine n'ouvrait jamais, il demanda à entrer. « Vous cherchez encore ?» demanda-t-elle, sans s'étonner. Il hocha simplement la tête. Elle lui tendit une clé. Il ouvrit. La pièce sentait la poussière et le tabac froid. Sur les murs, des cartes anciennes, des instruments de navigation et un sabre encadré. Le bureau était massif. Il s'en approcha, fouilla les tiroirs. Tous vides, sauf un. Il contenait un carnet de cuir, presque neuf, avec des pages numérotées. Il l'ouvrit. Des plans, des schémas, des croquis de verger, mais aussi des calculs, des formules étranges. Et au centre, un dessin, celui du terrain derrière la maison, avec les 13 arbres. Chacun portait une lettre. Il recopia cela sur un papier et sortit dans le froid du soir. Les arbres n'étaient pas simplement plantés. Ils formaient un mot. Il tourna le papier, regarda le plan à l'envers, puis le retourna à nouveau. Une anagramme? Une énigme. Il reporta chaque lettre à sa position sur le terrain. Et là, le mot apparut. Reliquaire. Un frisson lui parcourut l'échine. Un reliquaire. Un mot ancien, religieux. Un lieu où l'on garde les restes des saints. Où collent les souvenirs d'un mort. Mais où? Il revint au carnet. Une autre note, gribouillée dans la marge. Ce que je ne peux dire, je le cache dans le bois. Ils ne sauront jamais. Le bois. Il sortit une lampe torche, attendit la nuit, et se rendit dans le petit sous-bois derrière les pommiers. Là, au pied d'un arbre creux, il fouilla. Le sol était meuble. Il creusa avec les mains. Bientôt, un bruit sourd, du métal contre métal. Un coffret, minuscule, serré par une chaîne rouillée. Il le dégagea, l'essuya, l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photo. Un jeune garçon, souriant. Oliver. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, un autre enfant. Plus petit. Même regard. Même fossette. Il n'y avait pas un enfant Greyweather. Il y en avait deux. Et personne n'en avait jamais parlé. Au matin, il confronta Madeleine. « Votre frère n'était pas unique, n'est-ce pas ?» Elle resta figée, sa tasse de thé suspendue dans l'air. « Je ne voulais pas que vous sachiez, » murmura-t-elle. Lui non plus n'aurait pas voulu. Lui. Elle déposa la tasse. Ferma les yeux. Il s'appelait Thomas. C'était le jumeau d'Oliver. Mais il est né, différent. Lent. Fragile. Mon père ne l'aimait pas. Il disait qu'il faisait honte à la famille. Ma mère l'a gardé caché. Seul moi, je jouais avec lui. Oliver aussi l'aimait. Ils étaient inséparables. Bellecour se leva lentement. Que lui est-il arrivé? Il a disparu avant Oliver. 2 mois avant. Officiellement, il est mort de fièvre. Mais je n'ai jamais vu le corps. Il a été enterré dans la tombe familiale, sans qu'on m'autorise à dire au revoir. Et puis, Oliver a commencé à poser des questions. Il devenait nerveux. Mon père était en colère. Il disait qu'Oliver devait se taire, lui aussi. Elle sanglotait à présent. Douloureusement. Les larmes longues, anciennes, refoulées depuis l'enfance. Je crois qu'Oliver a voulu fuir. Et mon père, il n'a pas supporté. Il a enterré le premier, puis le second. Bellecour comprit alors que la maison n'avait pas gardé un secret, mais 2. Et que celui d'Oliver n'avait été qu'une couverture. Un miroir posé devant un trou plus profond. Une horreur dédoublée. Il se rendit au cimetière. Fit ouvrir la tombe familiale Greyweather. À l'intérieur, un cercueil d'enfants. Ride. Thomas n'avait jamais été enterré là. Il revint au verger, au pied d'un autre pommier. Là où le sol semblait un peu plus creux que les autres. Il creusa. Et il trouva. Un second coffret. Plus ancien. Le bois pourri. Il l'ouvrit. Des ossements minuscules. Une dent. Une broche en argent, gravée du nom, TG. Thomas Greyweather. Il resta là, agenouillé, longtemps. Le vent tournoyait entre les branches. Et la maison, au loin, semblait pleurer elle aussi. La pluie s'était remise à tomber, fine, insistante, comme un voile entre les vivants et les morts. Bellecour, encore à genoux près du petit coffret, resta longtemps immobile. Il tenait la broche entre ses doigts, légère, ternie, comme si elle avait absorbé toute la tristesse du monde. Les lettres TG brillaient faiblement dans la lumière pâle du matin. La confirmation. Thomas Greyweather avait été enterré là, seul, oublié, sans nom, sans stèle. Et personne, jusqu'à ce jour, n'avait voulu évoquer son existence. Il comprenait désormais l'ampleur du silence que cette maison avait entretenu. Une dissimulation soigneuse. 2 enfants sacrifiés à une image, à une réputation, à un père figé dans sa grandeur militaire. Edwin Greyweather avait détruit ce qu'il ne comprenait pas,
un fils faible et un autre devenu trop lucide. Mais une question demeurait. Qui venait encore déposer les fleurs blanches? Le père était mort. La gouvernante, trop vieille. Madeleine, elle-même, n'avait jamais quitté la maison depuis des années. Et pourtant, chaque 15 octobre, une rose blanche. Précise. Discrète. Il revint à l'auberge, le visage battu par la pluie, le cœur noué par une sensation étrange. Il sentait que cette affaire ne voulait pas s'arrêter là. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, résistait encore. Une vérité finale qui refusait d'émerger. Il passa l'après-midi à relire les lettres trouvées dans la boîte. Certaines phrases revenaient, obsessionnelles. Il n'était pas seul. Ce n'était jamais un jeu d'enfant. Elle savait. Elle a toujours su. Il me regardait, et je sentais leur jugement. Il relut plusieurs fois la lettre de 1932. Un passage le troubla. Je me demande encore si c'est elle qui m'a poussé à le faire. Elle disait toujours que l'enfant était une erreur, une tache dans notre lignée. Moi, je n'ai fait qu'obéir, n'est-ce pas? Elle. Qui était-elle? La mère. Il n'avait jamais entendu parler de Mrs. Greyweather autrement que comme d'une figure lointaine, pâle, souvent souffrante. Et pourtant, dans les photos anciennes accrochées dans le salon, elle apparaissait toujours droite, froide, sévère. Une femme de stature, dont la présence semblait dominer celle de son époux. Il se souvint que dans le dossier de l'enquête de 1909, son nom apparaissait à peine. Aucune déclaration. Aucun témoignage. Invisible. Madeleine, lorsqu'il lui parla de cela, blêmit. Ma mère, elle n'était pas comme les autres. Elle ne criait jamais. Elle ne pleurait jamais. Elle regardait. Elle jugeait. Et mon père, je crois qu'il avait peur d'elle. Et Thomas? Elle le détestait. Depuis sa naissance. Elle disait que la lignée Greyweather était militaire, forte, noble. Et que lui, il n'était qu'une aberration. Une faiblesse que Dieu avait placée dans son ventre pour la punir de quelque chose. Bellecour sentit le fil se tendre. Ce que Madeleine venait de dire n'était pas seulement une clé psychologique. C'était une possible explication. Et un nouvel indice. Il se leva. Il voulait voir la chambre de la mère. Elle est fermée depuis sa mort, dit Madeleine. Personne n'y est entré. Je dois y entrer. Madeleine hésita. Puis elle alla chercher une vieille clé qu'elle portait autour du cou. Elle ouvrit la porte du fond du couloir, à l'étage. L'odeur de renfermé était presque suffocante. La chambre, figée depuis 30 ans, était intacte. Les rideaux fermés, le lit fait, un crucifix accroché au-dessus de la tête de lit. Sur la coiffeuse, quelques objets personnels, une brosse, une boîte à bijoux, une petite bouteille de parfum au nom effacé. Mais c'est une chose étrange qui attira l'attention de Bellecour. Un tiroir était scellé. Non verrouillé. Scellé. Cloué. Il revint avec un tournevis, une pince. Il retira lentement les clous. Le bois était ancien, sec, prêt à céder. Le tiroir s'ouvrit dans un grincement bas, presque plaintif. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines. Toutes adressées à une seule personne. Mon aimé. Ma sœur. Ma complice. Leur contenu glaça Bellecour. Elles n'étaient pas signées. Mais elles étaient écrites de la main de Mrs. Greyweather. Et elles racontaient une autre histoire. Une relation secrète. Une liaison profonde, passionnée, avec une femme vivant à Londres. Et surtout, un projet. Je veux repartir de zéro. Je veux tout effacer. Mes enfants sont un obstacle. Ils me rattachent à ce monde que je veux fuir. Je les regarde, et je vois mes chaînes. Plus loin. Je crois qu'Edwin fera ce qu'il faut. Il l'a compris. Il est faible, mais il sait m'écouter quand je parle vraiment. Et enfin, quand tout sera terminé, je te rejoindrai. Nous serons libres. Il ne restera plus rien ici. Pas même leurs souvenirs. Bellecour sentit son estomac se contracter. Ce n'était pas Edwin le monstre. C'était elle. C'était elle qui avait semé l'idée. Qui avait exigé l'effacement. Qui avait poussé son mari à tuer. Et elle avait réussi. 2 enfants effacés. Un mari consumé par la culpabilité. Une gouvernante réduite au silence. Et elle, restée dans sa chambre, l'air malade, la bouche close, le regard dur. Elle avait survécu à tous. Tranquillement. Et elle était morte dans son lit, comme une grande dame. Madeleine, lorsqu'il lui montra les lettres, se mit à trembler. Elle me disait qu'elle priait pour mes frères. Qu'elle avait des visions. Elle me berçait quand je faisais des cauchemars. Je l'aimais, malgré tout. Elle a détruit votre famille. Oui, murmura Madeleine. Et pourtant, elle portait toujours une rose blanche le jour de son anniversaire. Une par enfant. Je croyais que c'était de l'amour. Mais peut-être que c'était juste du théâtre. Bellecour quitta la maison à la tombée du jour. Il retourna au verger. Il regarda les 2 pommiers,
celui d'Oliver et celui de Thomas. Et il sut que la vérité était complète. Il avait tout vu, tout compris. Mais il ne ressentait pas de triomphe. Juste une immense fatigue. Il resta là, dans le vent du soir, à regarder les arbres. Et il lui sembla entendre, dans le bruissement des feuilles, deux voix d'enfants qui chuchotaient, riaient, jouaient. Oliver et Thomas. Ensemble. Enfin. La lune avait atteint son zénith lorsque Battle s'aventura à nouveau dans les bois, guidé cette fois par le grondement d'une pensée obsédante. Le carnet de Marjorie contenait plus que des énigmes. Il révélait les noms codés d'un réseau ancien, un cercle d'individus liés non par la parenté mais par un secret commun. L'un d'eux, mentionné comme « l'ancien du Sud », n'était autre que le révérend Calloway, celui-là même qui avait béni la terre du verger lors d'une cérémonie oubliée. Battle, accompagné de sa lampe torche, découvrit au fond de la clairière un puits scellé par une dalle de pierre. Les ronces qui l'avaient recouvert semblaient récemment déracinées. Il s'agenouilla et, à l'aide d'un levier métallique, parvint à soulever la dalle. Une odeur rance et ancienne s'échappa des profondeurs. À l'intérieur, il ne trouva ni squelette ni trésor, mais une boîte métallique contenant plusieurs objets. Une broche en émail bleu, une lettre écrite dans un français ancien, et un fragment de carte. La broche appartenait sans doute à Élise de Beaumont, la mère de Marjorie. La lettre, en revanche, parlait d'une société disparue, les veilleurs du verger. Des gens qui, depuis plusieurs siècles, veillaient sur l'endroit comme s'il s'agissait d'un lieu sacré. Battle comprit peu à peu que la maison et son verger n'étaient pas seulement les témoins d'un crime récent, mais les derniers maillons d'une chaîne très ancienne. Une conspiration, peut-être, ou un serment oublié. Il retourna au domaine, où Martha l'attendait sur le perron, une tasse de thé fumant entre les mains. « Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ? Le puits. Mon mari avait tout fait pour qu'il ne soit jamais redécouvert. » Elle l'invita à entrer. Dans le salon, elle posa la tasse et raconta une histoire qu'elle semblait porter depuis une éternité. Marjorie n'a jamais été tuée pour ce qu'elle savait. Elle a été tuée pour ce qu'elle voulait réveiller. Elle avait compris, dans ses fouilles, que la maison elle-même avait été construite sur des racines profondes, à la fois de mémoire et de sang. Elle lui tendit une photographie noire et blanc. Un groupe de personnes autour d'un grand arbre. Parmi eux, un enfant, yeux grands ouverts, semblait regarder l'objectif avec une intensité surnaturelle. Battle le reconnut, c'était Marjorie. Il l'avait désignée, à l'époque, comme gardienne. Elle ne le savait pas encore, mais elle avait été marquée dès la naissance. Battle sentit une sueur froide couler le long de son dos. Ces mots n'étaient pas ceux d'une femme en deuil, mais ceux d'une initiée. « Et moi ?» demanda-t-il, presque malgré lui. Martha sourit tristement. « Vous étiez censé nous aider à oublier. Mais vous avez choisi de comprendre. Alors, vous aussi, vous faites désormais partie du cercle. » Elle se leva, puis ajouta à voix basse, « Il vous reste un choix. Partir et tout oublier. Ou rester éveillé. » Battle quitta la maison peu après l'aube. Dans le jardin, le verger baignait dans une brume lumineuse, les pommes gorgées de rosée. Il se retourna une dernière fois, regarda la silhouette de Martha dans l'embrasure de la porte. Et il sut qu'il reviendrait. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence étrange, comme si le monde autour du domaine d'Orcharès End avait décidé de retenir son souffle. Battle, resté au village sous prétexte d'une enquête administrative en cours, passait ses matinées à arpenter les chemins de terre, et ses soirées à relire les notes de Marjorie, en quête d'un indice plus ancien, d'un fil d'or oublié dans la trame obscure de ce mystère. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore haut et comme un voile d'araignée glacée, il fut abordé par une silhouette frêle, au regard voilé par les années mais à la parole ferme. C'était Monsieur Abraham Tyler, le plus vieux résident de Green Hollow. On le disait sénile, perdu dans ses souvenirs d'avant-guerre. Mais ce jour-là, ses mots avaient le poids d'une confession longtemps différée. Vous cherchez ce que vous ne devez pas comprendre, Monsieur Battle. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour les hommes comme vous. Des choses plus vieilles que cette terre. Des serments. Des pactes. Marjorie a réveillé des ombres qui avaient trouvé le repos. Et voilà que vous rouvrez les tombes. Il leva un doigt tremblant vers le sud, là où s'étendaient les terres abandonnées au-delà du vieux cimetière. Allez là-bas. Lisez les noms. Ce n'est pas une généalogie, c'est un cercle. Une roue. Vous verrez qu'elle tourne depuis des siècles. Intrigué, Battle se rendit au vieux cimetière, où les pierres tombales penchées semblaient dialoguer avec le vent. Beaucoup étaient illisibles. Mais sur certaines, il trouva les mêmes noms que dans le carnet. Fairfax, Woodcroft, Devan, même un vieux Calloway, mort en 1812. Des générations liées non par le sang, mais par un engagement. Il sentit alors que la mort de Marjorie n'était pas le centre du mystère, mais un épiphénomène, une conséquence. L'élément déclencheur d'un engrenage plus ancien.
Ce soir-là, Battle s'installa dans la bibliothèque de l'auberge du village, éclairée par une lampe à pétrole, et étala devant lui tous les documents récupérés. Le carnet, la lettre en français, la photographie, les coupures de journaux. Il fit un schéma, nota des dates, dessina une carte mentale. Tout semblait pointer vers une date, le 17 septembre 1921. Il fouilla les archives du village, interrogea les plus vieux pensionnaires de la paroisse, fouilla dans les registres poussiéreux de la mairie, jusqu'à trouver une entrée presque effacée. Cérémonie païenne rapportée à la clairière d'Orchares-End, dispersée par la milice locale. Aucun blessé. Une enfant disparue non retrouvée. Marjorie. Ce n'était pas une simple disparition d'enfant. C'était une dissimulation. L'enfant avait été offerte ou cachée, selon la tradition des veilleurs. On l'avait rendue au verger. Battle se mit à trembler. Le puits, la boîte, la broche, tout prenait un sens nouveau. Ce n'était pas un crime à résoudre, mais un rituel interrompu. Il décida alors de retourner à Orchares-End, une dernière fois. Il arriva sous la pluie, trempé, les bottes couvertes de boue. La maison semblait l'attendre, comme une bête endormie qui reconnaît son maître. Martha ouvrit sans surprise, comme si elle l'avait senti venir. « Vous avez tout compris, n'est-ce pas ?» dit-elle calmement. Battle hocha la tête. « Vous saviez. Depuis le début. » Elle répondit par un simple silence, puis lui tendit un coffret noir en velours. À l'intérieur, une bague d'argent ornée d'une pierre en forme de graine. « Elle vous revient. Vous avez vu, vous avez entendu, et surtout, vous êtes resté. » Il prit la bague, la posa sur la table. « Je ne suis pas des vôtres. » Mais Martha secoua la tête. « Vous ne l'êtes pas encore. » Cette nuit-là, il dormit dans la maison. Le sommeil fut peuplé de visions, des ombres dansant autour d'un arbre, des chants dans une langue oubliée, des racines qui s'enroulaient autour de son corps. Lorsqu'il se réveilla au petit matin, la bague était à son doigt. Et dehors, le verger était en fleurs. Les jours suivants, le village semblait s'être endormi dans un silence plus profond. La maison au bout du verger, elle, paraissait renaître doucement, comme si la lumière filtrant à travers ses fenêtres brisées balayait les ombres accumulées depuis des décennies. Le superintendant Bellecour, désormais marqué par la bague d'argent qui ornait son doigt, sentait un lien invisible l'envelopper, un serment ancien s'éveiller dans ses veines. Chaque matin, il parcourait les allées du verger, observant les pommiers qui s'élevaient, immobiles, comme des sentinelles fidèles. Il n'était plus simplement un enquêteur venu pour déterrer la vérité, il devenait un gardien, le témoin silencieux d'un mystère plus vaste que lui. Les voix des enfants disparus semblaient flotter au creux du vent, mêlées au murmure des feuilles et au chant lointain des oiseaux. La bague, légère au doigt, émettait parfois une chaleur douce, un battement subtil comme un cœur endormi. Bellecour comprenait qu'elle n'était pas qu'un simple bijou, c'était une clé, un lien, une promesse. Une nuit, alors que la lune baignait le verger d'une lumière argentée, il entendit un pas discret sur les feuilles mortes. Il se retourna et aperçut Madeleine, debout dans l'ombre d'un vieux pommier, tenant une rose blanche fraîchement cueillie. Ses yeux brillaient d'une sérénité nouvelle, mais aussi d'une mélancolie profonde. Elle s'approcha, déposant la rose au pied de l'arbre. « Ils sont enfin en paix », murmura-t-elle. Bellecour resta silencieux, le cœur serré. Les deux âmes, Oliver et Thomas, semblaient avoir trouvé le repos que la cruauté des hommes leur avait refusé. Le verger reprenait vie, chargé de mémoire et de renouveau. Dans les semaines qui suivirent, la maison fut restaurée peu à peu par des mains invisibles, ou peut-être simplement par le temps lui-même, qui semblait vouloir effacer les blessures du passé. Les habitants de Chevanlet reprirent doucement contact avec ce lieu autrefois redouté, comme s'ils avaient eux aussi été libérés d'un poids trop lourd. Bellecour, désormais gardien officiel de ce sanctuaire, savait que son rôle ne s'arrêtait pas là. Le verger et la maison gardaient encore des secrets, mais ils n'étaient plus des chaînes, ils étaient devenus des gardiens de paix. Et sous la lumière douce d'un matin d'automne, il posa la main sur le tronc du pommier ancien, sentant la vie vibrer à travers l'écorce rugueuse, et il murmura « Que la vérité soit enfin libre ». Les semaines passaient et le superintendant Bellecour s'était installé dans une routine douce et presque méditative. Chaque matin, il parcourait le verger, observant le lambalet des saisons sur les branches chargées de fruits, la lumière filtrant à travers les feuilles encore vertes, et le chant lointain des oiseaux qui semblaient raconter une histoire oubliée. Il sentait que la maison, bien que silencieuse, lui parlait, murmurait des secrets dans le bruissement du vent. Un jour, alors qu'il inspectait un ancien grenier poussiéreux, il découvrit un coffre en bois, caché sous une vieille bâche. À l'intérieur, plusieurs objets personnels, un carnet intime, des photographies jaunies, et un pendentif en forme de feuille. Le carnet appartenait à Marjorie, la jeune archéologue disparue. Ces pages, écrites avec soin, révélaient des pensées plus profondes sur la maison et ses mystères. Elle y parlait d'un pacte ancien,
d'une promesse faite par les premières générations Greyweather à protéger le verger, lieu sacré abritant des secrets bien plus anciens que la famille elle-même. Elle évoquait aussi la présence d'une entité protectrice, une force mystérieuse liée aux arbres, veillant à ce que nul ne profane ce sanctuaire. Bellecourt comprit alors que son rôle ne se limitait pas à résoudre une enquête policière, mais à devenir lui-même le gardien de ce pacte, à honorer la mémoire des disparus et à préserver l'équilibre fragile entre le passé et le présent. Les nuits suivantes, il sentit parfois une présence douce et rassurante dans la maison, comme une caresse invisible, une protection silencieuse. Parfois, le parfum subtil des fleurs blanches flottait dans l'air, rappelant à tous que les âmes d'Oliver et Thomas reposaient désormais en paix. Le village de Chevanlay, libéré de ses peurs anciennes, retrouva peu à peu une harmonie oubliée. Les habitants venaient parfois déposer des fleurs au verger, en hommage à ceux qui avaient souffert et à la maison qui avait gardé leurs secrets. Le superintendant Bellecourt, assis un soir au pied du vieux pommier, contempla la lune qui se reflétait dans les pommes mûres et murmura « Que cette paix dure au-delà du temps, que ses racines continuent à nourrir l'espoir. » Le temps, dans ce coin reculé d'Angleterre, semblait désormais suspendu. Le verger, imprégné d'une atmosphère presque sacrée, s'épanouissait sous la bienveillance des arbres centenaires et des secrets enfin apaisés. Bellecourt, devenu le gardien discret de ces lieux, s'était fait une habitude d'écouter les silences et de lire les signes que le vent lui portait. Un soir d'automne, alors que le soleil déclinait derrière les collines, il reçut une visite inattendue. Une lettre, glissée sous la porte de sa chambre à l'auberge, au papier jauni et à l'écriture élégante. Elle ne portait ni signature, ni adresse, mais contenait une simple invitation. « Venez au verger à minuit. Vous trouverez ce que vous cherchez. » Intrigué mais prudent, Bellecourt se rendit à l'heure dite sous la voûte étoilée. Le verger baignait dans une lumière froide, les branches dansaient sous la brise légère. Au centre, là où autrefois avait été enterré Oliver, il aperçut une silhouette. C'était Madeleine. Elle tenait une lanterne dont la lumière vacillait, dessinant des ombres dansantes autour d'elle. « Je savais que vous viendriez », murmura-t-elle. Ils s'avancèrent ensemble vers le pommier. Sous l'arbre, une trappe dissimulée dans le sol s'ouvrit doucement, révélant un escalier étroit descendant vers une pièce souterraine. À l'intérieur, la fraîcheur et l'obscurité les enveloppèrent. Sur les murs, des fresques anciennes racontaient l'histoire des veilleurs du verger, de leur pacte avec la nature et du sacrifice consenti pour protéger ce sanctuaire. Au centre, un autel en pierre où reposait un coffre de chêne. Madeleine enleva le couvercle, dévoilant un écrin de velours contenant une bague ornée d'un saphir éclatant. Cette bague, expliqua-t-elle, a appartenu à Marjorie. Elle symbolise le lien entre les veilleurs et la maison. Vous êtes le dernier choisi pour porter ce fardeau. Protégez le verger. Veillez. Bellecourt prit la bague, sentant son poids à la fois lourd et léger. Il savait que sa vie venait de changer. Alors qu'il remontait à la surface, la lune s'éleva haute, baignant le verger d'une lumière argentée. Une paix profonde semblait s'installer, comme si les âmes d'Oliver, Thomas et Marjorie veillaient désormais sur ce lieu. Les jours suivants, Bellecourt s'immergea dans l'étude du passé du verger et de ses secrets. Il découvrit que les veilleurs formaient une lignée discrète, un cercle d'âmes dévouées à protéger ce lieu sacré. Chaque génération portait la responsabilité de veiller sur les racines et les mystères enfouis sous la terre. Au fil des semaines, le lien entre Bellecourt et le verger se renforça. Il sentit que la maison, loin d'être un simple vestige, respirait à travers lui. Il passa des nuits à observer les étoiles, réfléchissant à la fragile frontière entre le visible et l'invisible, entre la mémoire et l'oubli. Un soir, lors d'une promenade au clair de lune, il retrouva Madeleine près du vieux pommier. Ensemble, ils laissèrent tomber une rose blanche sur la terre, en hommage aux enfants disparus, et à tous ceux dont les histoires avaient été effacées par le temps. La maison au bout du verger était devenue un symbole de paix retrouvée, un sanctuaire pour les âmes errantes, et un témoin vivant des liens invisibles qui unissent passé et présent. La nuit enveloppait Orcharès End d'un voile mystérieux tandis que Bellecourt, désormais investi du rôle de gardien, parcourait les sentiers du verger. Chaque pas éveillait en lui un sentiment mêlé de gravité et de révérence. La maison, jadis silencieuse et oppressante, vibrait désormais d'une énergie apaisée, comme si le temps lui-même avait choisi de ralentir pour honorer les secrets enfin révélés. Au fil des jours, le superintendant sentait le poids des générations s'alléger, remplacé par une lumière nouvelle, fragile, mais tenace. La vérité, qu'il avait tant cherché, n'était pas un simple fait à dévoiler, mais une histoire à protéger, une mémoire à respecter. Oliver et Thomas n'étaient plus des victimes anonymes, mais les gardiens invisibles d'un pacte ancien, scellé par le silence et l'amour. Un matin clair, alors que le soleil perçait à travers les branches, Bellecourt trouva Madeleine au verger, les yeux fixés vers l'horizon. Elle lui tendit une rose blanche, symbole de paix et de renouveau. « Pour eux, dit-elle simplement.
Bellecour accepta la fleur, conscient que le verger, malgré ses blessures, continuait à vivre, à grandir, à veiller. Le temps semblait s'effacer à Orcharès End, chaque journée fondant doucement dans la suivante comme un rêve au bord du réveil. Bellecour errait entre les pommiers, à la fois enquêteur et confident silencieux d'une histoire trop lourde pour être simplement racontée. Il sentait le poids des générations, des secrets enfouis sous chaque racine, et pourtant, une paix fragile s'instaurait. Une nuit, alors que le vent soufflait dans les branches, une silhouette apparut au seuil de la maison. C'était Martha, la gouvernante, venue lui confier un dernier secret. Une lettre, cachée dans un vieux grimoire, adressée à Bellecour, comme si le passé cherchait à lui parler une dernière fois. Dans cette lettre, Marjorie révélait la véritable nature du pacte des veilleurs, un engagement à protéger non seulement la maison et le verger, mais aussi les âmes perdues qui y avaient trouvé refuge. Elle évoquait une force ancienne, un lien entre la terre et les vivants, fragile mais éternel. Bellecour sentit alors que son rôle dépassait la simple enquête. Il devenait le gardien d'un équilibre, le dépositaire d'une mémoire sacrée. À l'aube, il regarda le verger baigné de lumière, le cœur apaisé, prêt à veiller sur ce sanctuaire de paix et de mystère. Le superintendant Bellecour, désormais profondément lié à Orcharès End, sentait chaque jour plus fort l'appel des racines anciennes qui pulsaient sous ses pieds. La maison n'était plus seulement un lieu d'ombre et de secrets, mais un sanctuaire vivant, vibrant d'histoires silencieuses. Madeleine, toujours présente, était devenue pour lui une alliée précieuse, une gardienne des mémoires familiales et des mystères du verger. Un matin brumeux, alors qu'il explorait une aile délaissée de la maison, Bellecour découvrit une cachette secrète derrière une vieille bibliothèque. À l'intérieur, un coffre poussiéreux contenant un journal intime en cuir usé. Ce journal appartenait à Edwin Greyweather, le patriarche de la famille, et révélait ses tourments, ses regrets, et surtout sa lutte intérieure face aux décisions qu'il avait prises. Les pages dépeignaient un homme déchiré entre son amour pour ses enfants et la pression implacable de sa femme, un homme piégé par les normes de son époque et les ombres du passé. Edwin y confessait une tentative de rédemption, un désir tardif de réparer les erreurs, mais aussi la peur d'un secret encore plus profond qu'il n'avait jamais osé révéler. Bellecour sut que l'histoire d'Orcharès End n'était pas encore terminée. Il tenait entre ses mains la clé pour comprendre les vérités cachées derrière les murs de cette maison, un poids nouveau mais aussi une lumière dans l'obscurité. Le journal d'Edwin Greyweather, froissé par le temps et les émotions, ouvrait une nouvelle porte sur le passé tourmenté de la famille. Bellecour lut les mots d'un homme prisonnier de ses propres démons, entre la peur d'un fils différent et le poids d'un secret qui menaçait de déchirer ce qui lui restait d'humanité. La femme qu'il avait aimée, autrefois muse et flamme, était devenue une ombre glaciale, orchestrant dans le silence ce qui devait être caché à jamais. Les dernières pages évoquaient une nuit fatidique, où la maison avait vibré sous des cris étouffés, un accord sombre scellé dans les ténèbres. Edwin y écrivait sa condamnation, mais aussi un espoir que la vérité éclaterait un jour et qu'un homme au cœur droit viendrait remettre de l'ordre. Bellecour se leva, le regard fixé vers la fenêtre. Le vent soufflait dans les branches, portant avec lui le murmure des âmes apaisées. Il sut que sa quête n'était pas terminée, mais qu'il était prêt. Il descendit dans le verger, posa le journal sur la pierre froide au pied du vieux pommier, et se mit à genoux, en silence, honorant la mémoire de ceux qui avaient souffert et aimé dans l'ombre. Les premières lueurs de l'aube caressaient doucement le verger quand Bellecour sentit, pour la première fois depuis longtemps, une paix sincère l'envahir. Les secrets d'Orcharès End, lourds de douleur et de silence, semblaient s'alléger sous le poids du temps et de la vérité enfin dévoilée. Chaque arbre, chaque feuille, semblait porter désormais le souvenir des âmes retrouvées, libérées. Madeleine, apparut silencieusement à ses côtés, lui tendit une rose blanche, fragile et parfaite, symbole d'un renouveau autant que d'un adieu. Bellecour comprit que le passé et le présent s'étaient enfin réconciliés, que le verger et la maison étaient prêts à renaître. Il se redressa, la bague d'argent au doigt, prêt à veiller sur ce sanctuaire, conscient que sa mission allait bien au-delà des enquêtes qu'il avait menées. Il était devenu le gardien d'une mémoire vivante, d'un pacte sacré entre les hommes et la terre. Le vent se leva alors, caressant les branches, comme un souffle d'éternité. Les saisons s'égrenaient lentement sur Orcharès End, dessinant sur les murs de la maison des ombres changeantes, témoins muets des jours passés et à venir. Bellecour, désormais ancré dans ce lieu chargé d'histoire, sentait la présence des veilleurs vibrer à chaque pas, chaque respiration. Un soir d'hiver, alors que le givre perlait sur les vitres, une nouvelle lettre fit son apparition, glissée sous la porte du bureau. Elle portait un sceau ancien, marqué d'un arbre stylisé. À l'intérieur, une invitation mystérieuse, un rendez-vous à la chapelle abandonnée de Chevanlet, à minuit. Intrigué, Bellecour s'y rendit, guidé par la lueur tremblante de sa lanterne. La chapelle, rongée par le temps, semblait pourtant vibrer d'une énergie nouvelle. Là, il retrouva Martha et Madeleine,
accompagné d'autres villageois, tous unis par un serment ancien. Ils lui révélèrent que le cercle des veilleurs n'avait jamais disparu. Chaque génération se relayait pour protéger le secret du verger et veiller sur la maison. La mort de Marjorie, loin d'être une fin, avait été un passage, un renouveau pour le pacte. Bellecourt, invité à rejoindre ce cercle, sentit le poids et l'honneur de cette responsabilité. Il accepta, conscient que son rôle était désormais celui d'un gardien, d'un pont entre passé et futur. Alors que l'horloge sonnait minuit, une mélodie ancienne s'éleva dans la nuit, mêlant chant et silence, mémoire et espoir. La maison au bout du verger reprenait vie, portée par la force indestructible du souvenir. Les semaines se succédèrent, et Bellecourt sentit le poids de sa nouvelle vie s'amplifier avec chaque souffle du vent dans les branches. Le cercle des veilleurs, bien que discret, était puissant, un réseau de gardiens liés par la mémoire, la loyauté et un amour profond pour ce sanctuaire. Ensemble, ils entretenaient le verger, perpétuaient les rites et veillaient à ce que les secrets enfouis ne soient jamais oubliés. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient lentement, Bellecourt trouva dans la bibliothèque une lettre oubliée, cachée dans la reliure d'un vieux grimoire. Elle était écrite par Marjorie, quelques jours avant sa disparition, et évoquait une dernière énigme, un artefact caché dans les souterrains de la maison, un objet capable de dévoiler l'avenir du verger. Déterminé à comprendre ce mystère final, Bellecourt entreprit une exploration minutieuse des sous-sols, éclairée par une lampe tremblotante. Il découvrit un passage secret menant à une chambre cachée, où reposait une boîte de bois ornée de symboles anciens. À l'intérieur, un miroir ancien, encadré de branches entrelacées, reflétait non pas son image, mais des visions fugaces, des racines s'étendant profondément dans la terre, des mains tendues vers la lumière, et un pommier en pleine floraison éternelle. Bellecourt comprit que ce miroir n'était pas seulement un objet, mais une promesse, celle d'un avenir où le passé et le présent coexisteraient en harmonie, un avenir que lui et les veilleurs avaient la responsabilité de préserver. Les jours devinrent des semaines, et le superintendant Bellecourt se laissa peu à peu absorber par la mission qui lui avait été confiée. Chaque matin, il parcourait le verger, ressentant plus que jamais la présence des générations passées qui avaient veillé sur cet endroit. Le miroir ancien, posé sur une table de chêne dans le salon restauré, capturait la lumière du soleil, projetant sur les murs des éclats d'encens, comme autant de promesses silencieuses. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait à l'extérieur et que la neige commençait à recouvrir doucement la terre, Bellecourt reçut la visite inattendue d'un vieil homme mystérieux, drapé d'un manteau sombre. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne et ses mots portaient un poids insoupçonné. « Vous avez ouvert la porte que tant on tentait de garder fermée, » murmura-t-il, tendant une clé de métal noirci. « Ce que vous portez désormais est un fardeau et un don. N'oubliez jamais, le verger vit tant que ses gardiens sont fidèles. » Bellecourt prit la clé, sentant l'immense responsabilité qui l'accompagnait. Il savait que son rôle n'était pas seulement celui d'un enquêteur, mais celui d'un protecteur, chargé de veiller sur le fragile équilibre entre mémoire et oubli. Alors que la neige tombait en silence, il posa la main sur le vieux pommier, le cœur chargé d'une résolution nouvelle. Veiller sur la maison au bout du verger, pour que jamais ne s'éteigne la lumière des âmes oubliées. Le temps s'écoulait lentement dans les couloirs d'Orcharès End, comme suspendu entre les murmures du passé et les promesses de l'avenir. Bellecourt, portant la clé noire offerte par le mystérieux vieil homme, comprenait que cette maison était bien plus qu'un simple lieu. C'était un sanctuaire d'âme, un carrefour entre les générations, un pont entre ce qui a été et ce qui doit être. Un soir, tandis que le vent se levait et que la pluie tambourinait contre les vitres, Bellecourt s'aventura dans la cave, là où se trouvait le passage secret. Il tourna la clé lentement dans une serrure ancienne, et la porte s'ouvrit sur un escalier en pierre, menant vers un sanctuaire oublié. À l'intérieur, il trouva une série de fresques racontant la légende des veilleurs, leurs serments, et la malédiction qui pesait sur la maison. Au centre de la pièce, un piédestal portait une boîte ornée de motifs entrelacés. En l'ouvrant, Bellecourt découvrit un petit objet, une graine noire, luisante, symbole d'un nouveau commencement. Il sentit en lui une énergie étrange, une promesse de renaissance. Ce n'était pas seulement un vestige du passé, mais le germe d'un avenir à protéger. Alors qu'il remontait vers la lumière, il sut que sa quête ne faisait que commencer. Orcharès End, avec ses mystères et ses secrets, continuerait à vivre tant que ses gardiens veilleraient. Le lendemain matin, l'air était limpide, presque sacré. Bellecourt s'éveilla avec le sentiment d'avoir traversé un seuil invisible. La graine noire reposait dans un coffret de verre qu'il avait placé dans la grande salle, juste devant le vieux miroir. Tout en buvant un café chaud près de l'âtre, il contempla longuement le reflet de cette graine dans la glace ancienne. Et là, pour la première fois, il n'y vit pas de vision du passé, mais un arbre majestueux, aux branches immenses, habité d'oiseaux d'or. Cette image ne venait ni du miroir, ni de son imagination. Elle était une promesse.
Une vision de ce que deviendrait le verger, si les veilleurs honoraient leur pacte. Dans les semaines suivantes, il invita de nouveau les anciens du village, ceux qui avaient fui la maison autrefois. Il raconta les vérités oubliées, révéla les archives retrouvées, montra les pièces secrètes. Il ne leur demanda rien, seulement d'écouter. Beaucoup plairèrent. Certains refusèrent d'y croire. Mais d'autres restèrent. Et peu à peu, la maison se remplit à nouveau de voix. Le verger reprit vie. On tailla les branches mortes, on soigna les racines, on replanta les parcelles délaissées. Le vent chantait de nouveau entre les arbres. Les enfants couraient entre les rangées de pommiers, riant dans l'air vif. Les anciens racontaient les histoires du passé, à voix basse, près des feux de camp. Et Bellecour, lui, observait. Silencieux. Présent. Il savait que l'équilibre restait fragile. Les ténèbres rôdaient encore à la lisière de la forêt. Certaines nuits, il sentait les ombres anciennes s'agiter sous la terre, comme si elles guettaient le moindre relâchement. Mais la lumière, cette fois, semblait plus forte. Le lien entre les vivants et les morts avait été retissé. Un soir de printemps, la graine noire germa. Sans bruit, sans éclat. Une tige verte fendit le terreau et laissa entrevoir la première feuille. Alors Bellecour comprit que le cycle recommençait. Non pas pour répéter le passé, mais pour en guérir les blessures. La maison au bout du verger n'était plus un tombeau. Elle était devenue un berceau. Et dans la lumière dorée de l'aube, le superintendant Battle, désormais simple homme parmi les gardiens, sourit. Car il savait que dans cette terre nourrie de secrets, il avait trouvé quelque chose de plus précieux qu'une vérité résolue. Il avait trouvé un foyer.